Bonjour Lily. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu peux te présenter, me dire qui tu es? Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Lily, j'ai 30 ans, j'ai une fille de 10 ans qui va avoir 11 ans. Voilà, alors qu'est-ce que je raconte d'autre pour m'aider? D'où tu viens? Quelles sont tes origines? D'accord. Où est-ce que tu vis? Alors, d'où je viens, c'est une grande question. Alors, je suis née en région parisienne. Au niveau de mes origines, c'est assez compliqué parce que j'ai une mère qui est française et du côté de mon père, donc c'était des émigrés, en partie qui venaient d'Allemagne et de Pologne, donc et à l'origine qui venaient d'autres pays, donc comme la Hongrie, la Turquie, les Balkans, plus loin l'Iran, l'Afghanistan. Donc il y a une histoire, il y a une mémoire de l'exil en fait qui est assez forte de ce côté-là. Donc c'est pas toujours évident de dire D'où on de vient? savoir d'où on vient vraiment quand on a un peu ce bagage qui est assez au niveau des ancêtres qui est assez multiple parce qu'on ne peut pas se rattacher forcément à une culture avec une langue précisément. Euh, En même temps, tu te sens slave et tu es quand même d'origine nomade, c'est-à-dire on sent le nomadisme dans ce que tu... oui. Pour moi, c'est très clair que oui, moi je suis née en France, ma langue maternelle c'est le français, même si j'ai entendu le polonais quand j'étais enfant. Pour moi, je me sens vraiment slave. Et effectivement, nomade. Donc c'est comme quelque chose qui coule dans le sang en fait. C'est quelque chose, tu l'as en toi et tu vis avec tout le temps en fait. T'as besoin de la route, t'as besoin de ce rythme-là, t'as besoin de ça pour vivre. Et pour moi, ça fait des confrontations avec le monde des sédentaires. C'est très compliqué en fait, parce que c'est comme si le monde des nomades était le monde renversé des sédentaires. Donc il y a un point où on peut pas se comprendre. Ne serait-ce qu'on en parlait du rite, des rituels, tout ça, la manière de vivre, de regarder le monde, la manière de s'alimenter, la manière de dormir, la manière des rythmes de vie qu'on peut avoir, l'intensité de la manière dont on vit, la spiritualité, la religion. Euh, on a une attache aussi au monde et à la terre et au ciel qui est complètement différent du monde sédentaire. Voilà. Après, effectivement, du côté de mon père, il y a des racines donc du tengérisme, donc qui est vraiment ou tengrisme, qui est la religion des peuples de la steppe, donc d'où l'œil de la protection qui est bleu bleu du ciel, Tengeri, le dieu du ciel. Voilà. Donc après, oui, c'est une conception du monde qui est complètement différente. Donc même si on te la transmet pas quand t'es enfant, je l'ai eu un petit peu par mes grands-parents. Mon père était il avait ses raisons, mais était complètement fermé à ça. Mes grands-parents m'ont transmis certaines choses, mais après, même dans le non-dit, il y a des choses, tu les vis intensément, et tu sais que c'est ça et c'est pas autre chose. C'est-à-dire que même quand tu es propulsé dans le monde de l'école, de ce monde-là, dans ce pays-là, il y a des choses en toi qui hennissent, qui disent que c'est pas ça en fait. Et moi, plus j'ai grandi dans cette culture, moins je m'y suis retrouvée. Dès le début, dès que j'étais petite et en grandissant, ça a été crescendo. Je ne pouvais pas. Cette culture, c'est pas la mienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interférence. D'accord. On va commencer par l'école. Tu as eu des difficultés à l'école. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ça a été très compliqué parce que déjà toute petite, en maternelle, j'écrivais en miroir. En fait, j'écrivais en effet miroir et j'ai le souvenir vraiment dans mon corps qu'écrire c'était quelque chose de douloureux. C'était un geste qui était douloureux et que ça inscrivait comme une forme de domination. C'était comme si on cherchait à dominer le corps, on cherchait à dominer l'esprit. Et ça, à l'époque, j'avais pas les mots, j'étais enfant, je pouvais pas savoir. Mais je faisais tout à l'envers. J'écrivais à l'envers, j'avais un mal fou et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été prisonnière dans une institution. Après, il y avait le problème du côté de ma mère qui ne voulait pas d'enfant, qui était extrêmement violent physiquement et psychologiquement, donc qui m'a pas donné de repères affectifs. Donc, mon père, en fait, était ma mère pour moi. Et après, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle aussi. Mais j'ai l'impression en plus d'avoir une culture, donc du côté de ma grand-mère, qui était une culture qui était pas française traditionnelle, parce que elle avait un héritage du côté des Balkans, elle avait des superstitions, des croyances, elle avait un lien avec le monde des morts, elle rêvait beaucoup. Et en même temps, donc j'avais cet héritage-là du côté de mon père, et en plus, j'arrivais dans une société
qui était à l'école, je ne m'y retrouvais pas en fait. J'avais l'impression d'être complètement fragmentée. Je me retrouvais avec des gens qui me parlaient de choses que je comprenais pas, je ne pouvais pas l'intégrer. Mon corps, c'est même pas que je cherchais à être belle ou quoi que ce soit, c'est que ça ne se rencontrait pas, que ça ne fonctionnait pas. Et ils se sont posé des questions, alors ils ont dit que j'étais 10 machin, que je devais être autiste ou je sais pas quoi. Et j'ai fini aussi par écrire de la main droite parce que je ne savais pas avec quelle main écrire, donc je ne savais pas comment commencer. Et on n'arrivait pas, ça communiquait pas en fait. Et tu étais ambidextre du coup? Alors quand j'étais petite, j'étais ambidextre. Et après, mon père me dit que j'avais été gauchère à un moment et les choses ont fait que je me suis retrouvée à écrire de la main droite et à me servir de la main droite. Mais à l'origine, non, c'était pas prédéfini. D'ailleurs, à l'école, tu t'es sentie plutôt différente des autres? Avec les autres enfants, ça a été aussi compliqué. Ouais. Autant en maternelle, en primaire, bon, ça allait parce que les gamins, on pouvait rentrer dans n'importe quel délire. Arrivé au collège, ouais, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Collège, lycée, non, ça allait pas parce qu'on se comprenait pas. Et j'avais l'impression de leur faire peur. Donc ils m'isolaient, mais on n'arrivait pas à entrer en communication. Alors ils me trouvaient bizarre. Après, au lycée, ils ont commencé à raconter que je faisais des sacrifices, des trucs, je sais pas quoi. Et c'est devenu de plus en plus compliqué, en fait. Autant avec les gosses qu'avec les profs, qu'avec tout. Et il y a un moment, j'ai arrêté l'école. Au lycée, je me suis arrêtée, je crois, en seconde ou en première. Je suis tombée malade. J'ai commencé aussi à faire des crises d'angoisse. Donc, j'ai vraiment le souvenir de quand j'étais au lycée, quand j'étais enfermée dans la pièce, d'avoir la sensation de mort imminente, que j'allais mourir d'un coup, que j'allais sortir de mon corps. J'avais des tremblements. Et je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Et il y a eu un moment, je pouvais pas continuer. J'avais des problèmes aussi avec ma mère qui étaient vraiment dingues. Donc j'ai pas réussi. En fait, pour moi, l'école ça a été un échec parce que j'ai pas réussi à avoir le bac. J'y arrivais pas. J'avais l'impression d'étouffer, d'être dans un corset, d'étouffer. Et du coup, tu as repris un BTS par correspondance par la suite. Alors, et là, tu t'es intéressée à l'art. Alors avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué quand même. J'ai essayé d'avoir le bac avec le CNED, donc j'ai essayé les cours à distance, j'ai pas réussi. Après, directement après, j'ai intégré une école de théâtre au Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, où j'ai eu la chance d'avoir un super pédagogue. J'ai eu Coco Fedjairol, qui était une super prof, et c'est là où j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes du monde du théâtre. Et paradoxalement, je me suis pas sentie à l'aise non plus dans le théâtre. Eux-mêmes se qualifiaient comme des gens marginaux, des gens différents, et ils me disaient « mais toi t'es bizarre ». Je me disais « ah ouais, c'est l'hôpital qui soude la charité en fait, parce que vous me dites que je suis bizarre, mais vous êtes bizarre aussi, enfin vous vous plaignez du monde de la société, et puis en fait vous fonctionnez exactement comme eux ». Et ce que j'aimais pas dans le théâtre, j'avais l'impression qu'on vendait de l'artifice en boîte, comme du lait concentré. On offrait ça aux gens. Et je me disais, au fond, on peut pas faire ça. On peut pas raconter du bluff comme ça aux gens. Enfin, je comprenais pas, en fait. J'étais plus en train de regarder les cours que d'aller sur scène tant que ça. Et après, bon, j'ai fait 3 ans. Après, je me suis orientée effectivement vers un BTS tourisme parce que je voulais pas faire du théâtre mon métier. Je me sentais pas à l'aise avec le monde des comédiens. J'ai trouvé trop fabriqué, trop artificiel. J'aimais pas. Et oui, j'ai repris donc par correspondance un BTS tourisme dans la section plutôt patrimoine, ce qui m'intéressait, donc pas trop les ventes de billets d'avion, machin. Et au début, l'idée du BTS tourisme, c'est parce que j'ai vu qu'on pouvait parler plusieurs langues et qu'on pouvait voyager. Donc pour moi, c'était un peu la solution de comment vivre en tant que nomade dans ce monde-là. Donc peut-être qu'il y avait une ouverture dans le BTS tourisme. Et finalement, oui, effectivement, je me suis tournée plus vers le patrimoine, donc où j'ai vraiment travaillé sur le patrimoine historique parisien du XVe siècle. Ça tombait à pic pour moi parce que j'ai un lien particulier avec cette époque, du fait pour moi, d'avoir eu certaines mémoires
qui me sont arrivées à l'âge de 15 ans par rapport à ces choses-là. Et effectivement, pour moi, il y avait une partie de moi-même qui avait retrouvé, qui avait renoué avec des racines anciennes, peut-être plutôt karmiques. Et j'ai vraiment aimé me retrouver dans ce contexte-là, parce que je me retrouvais sur la fin du Moyen-Âge. Et effectivement, encore une fois, ce qui m'a pas plu, c'est que je me suis retrouvée avec des gens du milieu du patrimoine. Donc souvent, c'était des gens qui sortaient de grandes écoles, donc l'école du Louvre, qui étaient de familles assez prestigieuses, des familles parisiennes souvent. Et que j'ai bien vu que le milieu du patrimoine, c'est pareil, il y avait un langage à parler, il y avait des codes, des manières de faire, et ça se passait beaucoup par copinage, ou c'est un milieu qui est très particulier. Et là, j'ai senti vraiment de quel milieu je venais, et que je voyais qu'il y avait personne qui venait en partie de l'immigration, ou alors des gens qui étaient de familles plutôt aisées. Mais là, j'ai vu que j'étais d'un milieu, effectivement, où on ne pouvait pas se comprendre, en fait, parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-dedans, c'était des gens, effectivement, dont les parents avaient une maison à tel endroit, le père était déjà dans les archives, la mère était historienne, ou je sais pas quoi. Enfin, ils avaient tous des trucs qui permettaient que, ils finissaient par perpétuer le truc. Et moi, j'arrivais, je disais, oui, on me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou d'où tu viens? Je disais, mais mon père était à l'usine. Et pourtant, c'était des gens très cultivés, mais c'était des gens qui étaient à l'usine, c'était des gens qui n'étaient pas très riches. Et je sentais qu'il y avait le milieu était complètement différent. Voilà, donc j'ai pas non plus terminé les études dans le patrimoine, mais j'ai pris ce que j'avais à apprendre en fait. D'accord. Voilà. Donc comment dire, t'as pas aimé qu'on vende du produit plutôt que de l'art. T'as pas aimé les différences de classe sous prétexte qu'on allait vendre du beau, alors qu'en vérité on vendait de l'entre-soi, non? Je sais pas si on peut dire ça. Ça dépend de la définition qu'on a de ce qui est de l'art ou de la beauté ou toutes ces choses-là. Je pense qu'au-delà de ça... C'est pas un produit. Non, c'est sûr, mais pour eux, c'était pas forcément dans le patrimoine, c'était pas un produit pour eux. Ils étaient... je pense qu'il y a un moment, on ressent les différences de classe sociale, forcément, mais je pense que c'était vraiment, au-delà de ça, c'était une histoire de langage commun. C'est qu'on ne parlait pas la même langue. On n'était pas dans le même monde, en fait. Moi, j'ai pas travaillé dans le patrimoine pour ensuite que ça aille aller dans les musées et raconter des trucs figés. Après, je rentre chez moi, je vais me coucher, je fais ma vie. Non, c'est que les choses, elles sont mélangées. Les choses anciennes, elles doivent pas être fermées dans un tiroir ou à travers une vitre. Je comprends pas cette idée de patrimoine commun, mais qui appartient à tout le monde, mais à personne, en fait. Pourquoi est-ce que les choses, elles doivent pas circuler? Pourquoi est-ce qu'elles doivent pas muter, évoluer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recréer plutôt que garder des choses de manière mortifère dans une boîte? Pourquoi les choses, elles doivent circuler? Notre histoire, c'est la nôtre à tous. Et on la porte en nous, et on la réinvente, on la recrée. Mais on ne peut pas figer les choses. On ne peut pas les fermer. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi il fallait sortir de chez soi pour aller dans une autre maison, donc un musée, pour regarder des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être chez soi, où on marche, ou machin, et on vit avec ces choses-là. On les utilise encore dans le quotidien. Ici, c'est des cultures, ils mettent tout dans des cases. Ils fragmentent tout. Que ça va du corps jusqu'à la construction de soi, la culture, tout ça. Tout est fermé dans une case. Et on passe d'une activité à une autre comme ça. C'est très robotique. Et il n'y a pas d'holistique des choses. Les choses circulent pas, en fait. C'est pas comme une terre vivante, avec des flux, des choses qui se mêlent, qui se mélangent. Je sais pas si ça te parle, mais... Si, ça me parle, oui, évidemment. Ouais. Bon, on en parlait un peu avant, mais c'est toute la différence entre la spécialité et l'holistique. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de découper les choses et de les catégoriser dans des catégories et dans des normes et des cases, on finit par oublier le tout. On parle de l'environnement aujourd'hui, on est exactement dedans, c'est-à-dire c'est un monde effectivement de choses qui sont visibles et non visibles, et c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont non visibles qu'elles n'existent pas. Oui, c'est ça, et c'est... Oui, je pense c'est le rapport au monde, c'est la culture propre, peut-être à beaucoup de gens ici, mais on ne peut pas faire de généralité, mais les mondes ne se rencontrent pas. J'étais amenée à travailler aussi avec des gens du voyage dans des associations et avec des gens du monde sédentaire qui s'intéressaient au monde tzigane
Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec ces sédentaires, ils me disaient on n'arrive pas à entrer en contact avec eux. Je me dis mais pourtant vous travaillez avec eux, vous devez les connaître. Oui mais on ne comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça. Et eux-mêmes, je les voyais, je me disais mais je comprends pourquoi eux ne comprennent pas, pourquoi les tziganes ne comprennent pas les sédentaires en fait. Parce que moi-même quand je discutais avec ces gens du monde sédentaire qui travaillaient avec les tziganes, je ne comprenais pas ces sédentaires-là. Qui avaient une culture qui était, je me disais, je comprends pourquoi les tziganes, ça marche pas. Qu'est-ce qui, d'après toi, bloque dans le niveau de compréhension ou de partage entre les deux mondes? Tout, parce que c'est pas le même rapport au monde. Les choses chez les gens du voyage, t'es de passage et les choses t'appartiennent pas. Et tu peux sans problème entre guillemets, les choses ont bien changé. Si tu dois t'en défaire, tu t'en défais, mais l'essentiel n'est pas là. Il n'est pas dans la maison. C'est pas la réussite d'une vie. C'est pas le terrain que tu achètes. C'est pas les chiens qui gardent tout ça. C'est ailleurs. C'est différent. Ce qui est important dans le monde des voyageurs, c'est la route. Quand j'étais bébé, quand on voulait m'endormir, on me faisait prendre la voiture pour que je m'endorme. Et la voiture, c'est quelque chose qui me pose, qui me canalise et qui refait tourner le flux à l'intérieur. C'est pas... Les sédentaires, il part en voyage parce qu'il a besoin de voir autre chose. Le nomade, il voyage parce qu'il n'a pas le choix. Parce que c'est inscrit dans la génétique. C'est comme ça. Et forcément, ce mode de vie t'amène à un rapport au monde qui est aussi différent. Un rapport à la religion qui est différent. C'est pas évident à expliquer parce que c'est des choses qu'on vit. Mais ce que j'ai toujours trouvé étrange, par exemple, en France, on parle du terroir. Parce que la France, il faut voir que c'est un pays qui est depuis longtemps assez sédentaire. Les frontières de la France, elles ont été vraiment dessinées au XVe siècle. Donc il y a eu une entité nationaliste depuis assez longtemps par rapport à l'Europe de l'Est, où les peuples, c'était une mosaïque qui circulait beaucoup jusqu'au XIXe siècle. Donc on pouvait trouver des Tatars de Hongrie, je dis n'importe quoi, en Allemagne. L'Allemagne, c'était vraiment entre les deux, mais tu pouvais trouver tel peuple dans l'Allemagne de l'Est, tu pouvais trouver des Ukrainiens, des communautés ukrainiennes de Crimée, par exemple, dans telle région de la Pologne. Enfin, ça bougeait beaucoup plus. Et ici, dans un pays comme la France, je dis souvent l'Europe de l'Ouest, c'est qu'il y a une culture assez sédentaire. Je l'ai vu dans le rapport au terroir, par exemple. On parle des produits du terroir. J'entends des gens qui vont parler de leur terroir. Ils vont parler, même avec beaucoup de poésie, de la terre. Je ne sais pas, par exemple, ici c'est l'Ardèche, alors ils vont dire ah, bah, nos arbres, nos trucs, notre fromage, notre patrimoine local, notre truc. Et ça, pour moi, c'est presque, j'en ai rien à foutre, en fait, parce que on est à une terre, on se pose à cet endroit-là, on profite de l'endroit, mais on s'y attache pas. Il n'y a aucun intérêt à en tirer profit. C'est peut-être un peu aussi profiteur, mais il n'y a pas ce lien aussi peut-être à l'agriculture, au fait de s'investir à un endroit. On ne tricote pas les mêmes espaces et le même temps. Le rapport au temps, il n'est pas le même non plus. Beaucoup maintenant, surtout, c'est très normé par rapport au jour, au calendrier, tout ça. Et dans le monde nomade, il y a bien sûr, on trouve toujours des cycles, mais ça marche plus avec les saisons. Plus avec le nez, tu vas savoir qu'il y a l'automne, il y a l'hiver. Ça marche beaucoup plus au ressenti. Qu'ici, il y a encore, on revient à cette société écrite, la sédentarisation, la domination, le monde de l'écrit. Tout doit être écrit. Je ne sais pas si c'est clair. Hein, mais... En même temps, on vient tous de peuples nomades qui sont sédentarisés ou pas, mais... ça fait plus ou moins longtemps en fonction des régions du monde. Hein, mais en Normandie, c'était des Vikings. Alors les Vikings n'étaient pas des nomades. Hein. C'était des commerçants, mais ce n'étaient pas des nomades. Le vrai nomade, à l'origine, c'est le chasseur-cueilleur, beaucoup plus. Et encore, parce qu'il y a d'autres formes de nomadisme où c'était des sédentaires à l'origine, par exemple, les tziganes ne sont pas des nomades d'origine, ils se sont été amenés. Enfin, pareil, quand on parle des tziganes, de qui on parle vraiment?
C'est encore une question qui est très large, mais, parce qu'il y a beaucoup de peuples à l'intérieur. Mais il y en a certains d'entre eux qui étaient issus du monde de la terre et qui se sont mis à partir. Mais le nomade d'origine, c'est le chasseur-cueilleur de la steppe d'Anatolie, des steppes de Russie, de ces régions-là, même de la Mongolie, tout ça, en tout cas sur le monde eurasien, quoi. Ouais, donc, et c'est un métabolisme qui est aussi particulier, parce que c'est des métabolismes qui sont assez endurants. Ils ont un type d'alimentation, donc de viande séchée, de choses qui vont faire qu'ils doivent tenir le coup s'ils ne doivent pas manger pendant tant de temps. Ils sont programmés comme ça. C'est une configuration aussi au niveau du métabolisme à l'origine, si on reprend vraiment le nomade ancien. Ok, oui, non, mais je me suis trompé, effectivement, tu as raison. Non, mais je sais pas, bah, chacun... Non, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça veut dire que certains peuples se sont sédentarisés, ils ont bougé, effectivement, les Vikings ont bougé, puisqu'ils ont quand même été jusque, y compris en Turquie, c'était des etc. commerçants, c'était des commerçants. C'était pas que des commerçants, c'était aussi des barbares. Hein. Ils allaient conquérir Ben, le territoire. Ils prenaient là où ça les intéressait, quoi. C'était de l'intérêt. Ils servaient, et puis voilà. En même temps, je me dis, des fois, il y en a qui n'ont pas l'air barbares, mais qui le sont, en fait. Hein. Quand on regarde les gouvernements actuels, tout ça, c'est un peu slip sale avec costume propre. C'est ça. C'est des barbares aux dents propres. Mais c'est vrai que les nomades ont jamais eu... effectivement, il y a une confrontation entre les sédentaires et les nomades, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Non, c'est deux mondes différents. Et puis c'est vrai que c'est encore pire chez nous, parce qu'on a quand même inscrit le sens de la propriété dans le marbre, et que aujourd'hui, remettre en cause le sens de la propriété, c'est remettre en cause l'ensemble de la société, quoi. Donc c'est effectivement une grosse problématique. Oui, parce qu'il y a la notion des acquis, il y a la notion... ici, c'est des sociétés, enfin ici, je ne sais pas, mais dans le monde sédentaire, ça se repose sur des acquis, des biens. On est dans le bien, donc dans la terre, qu'on achète, qu'on vend, les histoires d'héritage, tout ça. Donc en fait, le monde sédentaire voit la terre comme un bien marchand. Donc ils vendraient presque leur mère. Et tout... C'est pour moi vraiment un rapport différent, parce que la terre, ils l'exploitent. Ils vont avoir une alimentation très céréalière, de production. Par exemple, moi, il y a des choses, je ne peux pas manger trop de pain, de céréales, ça ne passe pas. Le métabolisme, ça ne passe pas. C'est de la viande, si je pouvais vivre de chasse et de pêche, je voudrais bien, mais bon, faudrait s'y mettre. Enfin, on se fera emmerder dans tous les cas. Donc tu disais que tu as eu des rapports compliqués avec tes parents. Tu as une maman qui a été relativement violente. Tu sais pourquoi elle était violente ? Elle était violente parce que c'était une enfant qui n'était pas voulue. Et elle n'était pas faite pour être mère. Et quand elle m'a eue, en fait, ça l'a rappelé à son traumatisme. Ce traumatisme, en fait, ça a tapé à l'endroit où ça faisait mal. Donc elle l'a très mal vécu, en fait. Sa maternité, de m'avoir, elle l'a très très mal vécu. Donc j'avais l'impression d'être avec une étrangère, et elle était avec quelqu'un d'étranger. De toute manière, on est des personnes trop différentes. Donc elle voulait pas d'enfant. Elle avait déjà un gosse, en fait. Ma mère, c'était mon père. Voilà, c'est des femmes comme ça. C'est des femmes très dominatrices elles prennent le bonhomme, elles coupent les couilles, hop, et elles l'utilisent au travail. Et puis c'est tout, quoi. Mais moi, quand je suis arrivée, je suis entrée en conflit avec elle, parce que quand mon père me défendait, elle disait « Ah bah tu prends sa défense maintenant. T'es de son côté maintenant. » Elle a fait un transfert, c'est comme si j'étais la maîtresse de mon père. C'était quelqu'un qui était très comme ça, dans une forme de dualité, de confrontation. Ouais. Du coup, c'est plutôt ton père qui t'a materné. C'est mon père qui s'est comporté comme une mère avec moi, oui. Bien que lui-même ait été assez violent aussi physiquement, je sais que mon père se comportait avec moi comme une mère, ouais. Alors que ma mère, je me rappelle qu'on faisait beaucoup de jeux, mais j'avais l'impression d'être gardée par une gosse de 12 ans, en fait.
Elle me disait toujours jeu de main, jeu de vilain. Alors on commençait, elle me faisait des espèces de taquineries, de trucs. Et on se battait, et ça finissait vraiment par se battre, quoi. On finissait vraiment par se battre, ça finissait super mal, on se donnait des coups. Et après, c'était t'es puni, tu vas dans ta chambre. T'as pas été gentil avec moi. Ça finissait toujours mal, à chaque fois. C'était des jeux, elle m'attrapait par les pieds pour voir ce que ça faisait, la tête à l'envers, ça la faisait rire. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et ouais, je pense que c'était une nana, ça va pas trop dans la tête, quoi. Mais mais bon, c'est comme ça. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir été élevée par une autre femme qui était la maîtresse de mon père, qui était artiste sculpteur. Donc voilà. Enfin, on s'en remet, hein. On peut vivre quand même. Hein. Mais, Du coup, tu as été maman à ton tour, mais là, c'était désiré, toi. Oui. Moi, je voulais des gosses dès que j'étais gosse. Je voyais que ça. Pour moi, c'était à l'âge de 5 ans, même, je prenais des poupées, je les serrais dans mes bras. Ouais. Et à l'âge de 13 ans, quand je suis rentrée au collège, je me dis, ouais, il me faut un mec, mais il faut qu'il me fasse un gosse. Moi, je vais pas rouler des pelles pendant 1 heure, hein, c'est bon, ça me donne pas envie du tout. Moi, il faut qu'il me fasse un gosse, le mec, on va faire quoi, là. Et ça se passe bien avec ta fille? Oui, ouais. Là, elle est dans l'adolescence, enfin, elle commence, donc... C'est là que ça commence à faire. Après, oui, ce que tu apprends en tant que parent avec ton enfant, et ce qu'il faut qu'il soit bien clair dès le début, c'est que ton enfant n'est pas une partie de toi-même. Donc, tu mets au monde un être qui peut-être il est différent de toi, enfin, il est différent de toi, c'est-à-dire que même s'il y a une histoire un peu de génétique, ton enfant, il a... Parce que, bon, moi, je suis reliée aux mémoires karmiques, donc cette personne qui arrive au monde a déjà son bagage à elle, son histoire. Elle va peut-être prendre aussi, emprunter de la génétique de choses qui ne sont pas forcément la tienne, et son histoire n'est pas la tienne. Donc, après, voilà, il y a ce lien, effectivement, maternel, et après, ma fille, c'est une personne comme une autre, dans le sens où elle a sa vie. Elle n'est pas, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de pouvoir. Ça, c'est aussi ce que j'ai toujours trouvé étrange dans le monde sédentaire, c'est ce rapport avec l'enfant où il y a dominant-dominé. Donc on dit à l'enfant, respecte l'adulte. Mais toi, jamais tu te dis, peut-être qu'il faut que je respecte l'enfant. Non, t'es l'adulte, c'est toi qui as l'autorité. Cette histoire d'autorité qui existe comme ça, toujours. Cette histoire de pouvoir, en fait, comme ça. J'ai travaillé aussi dans des écoles en tant qu'ATSEM, dans une école en tant qu'ATSEM, dans une école privée. Et j'ai vu qu'ils étaient vraiment dans ce rapport de hiérarchie de t'es l'enfant, tu te tais, moi je suis l'adulte, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui tiens la parole. Et ça, moi, je comprends pas. Parce qu'un enfant, c'est un membre de la tribu comme une autre personne, comme toi, tu es un membre de la tribu, comme telle personne, mais chacun, il est au même niveau. Un enfant, il n'est pas idiot, il est pas, et c'est pas l'adulte qui transmet tout à l'enfant. On échange. L'adulte, il va apprendre des choses à l'enfant que l'enfant il n'a pas parce qu'il n'a pas cette expérience, mais l'enfant, il a peut-être plus d'instinct et il va savoir des choses aussi. Mais pour moi, c'est plus les valeurs de la tribu, c'est-à-dire qu'on est tous au même pied d'égalité. Et c'est pas parce que c'est ton enfant que tu as plus de pouvoir sur lui qu'un tel, il doit fermer sa gueule parce qu'il faut pas dire ça à l'enfant, machin. Mais bon, c'est compliqué dans nos sociétés actuelles. Mais normalement, l'enfant, c'est l'enfant de la tribu. Et ouais, c'était un peu particulier aussi quand je bossais à l'école, parce que je voyais bien que c'était dans un rapport d'autorité, quoi, constant. Il y a des gamins, on parlait, on se faisait des checks et tout, mais c'était mal vu. Ouais, toi t'es l'adulte, lui c'est l'enfant, faut pas être, t'es pas son pote. Bah, ouais, je sais pas, je fonctionne pas comme ça. C'était juste en avance sur son temps, parce que maintenant tout le monde check, donc... Ah bon? J'en sais rien, c'était une école un peu miteuse et calamiteuse. Privée. T'en as voulu à ton père d'avoir effacé une partie de ses origines, de sa culture, de ses croyances, de là où il venait? Ouais, j'en ai voulu parce que, enfin, quand j'étais plus jeune, j'en ai beaucoup voulu parce que j'essayais de communiquer avec lui sur nos origines. Et alors, c'était assez particulier parce que tantôt, il disait qu'il n'était pas français, qu'il était né là, mais qu'il n'avait aucun lien avec ce peuple, qu'il était de la steppe.
Et des fois, il se retranchait complètement en disant « Ah, mais je suis français », souvent devant les gens. Moi, je ne comprenais pas ça. Et je voulais vraiment... j'avais des questions, en fait. J'avais besoin qu'il me transmette sa culture. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de culture. Il avait le cul entre deux chaises. Et c'était hyper inconfortable pour lui. Mais ça, je l'ai compris bien après, en voyant une pièce de théâtre sur une fille, une Irakienne qui avait été exilée, qui s'était retrouvée en France. Et ça parlait de la place. Et le titre de la pièce s'appelait Place, justement. Et j'ai retrouvé l'histoire de mon père au travers de son histoire à elle. Et j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas le choix. Qu'il était enfant d'émigrés, de gens qui étaient assez pauvres à l'origine. Et que lui, finalement, il devait faire ses preuves. Même s'il était né en France, il entendait sa famille qui parlait en partie en polonais, les grands-parents, tout ça. Et il voyait le monde extérieur où aussi on leur a dit, dans la famille, on leur a dit, en tout cas mes grands-parents ont dit aux enfants, que la réussite, c'était d'avoir une maison, c'était de vivre comme les Français, de parler leur langue et de faire fi du passé. Mais ça se passe jamais comme ça, en vrai. C'est-à-dire qu'on garde les souffrances. On garde au fond qui on est, mais quelque part, on se met en otage. Et mon père, je pense, s'est mis en otage. Il s'est marié avec une femme française parce que pour lui, c'était un moyen aussi d'intégration. Parce que souvent, ils restaient beaucoup entre eux. Ils sont beaucoup restés entre eux en France. Ils vivaient entre eux. Et je crois, mon père est le premier à s'être marié, à avoir quitté cette espèce de communauté pour se marier avec une femme française qu'il n'aimait pas particulièrement, mais qui représentait en fait une forme de formatage d'une certaine forme de réussite. Un éclat de feu est venu illuminer sa nuit. Une irruption volcanique irradie dans les jardins oniriques de l'esprit. Puisse-t-elle faire dépendre quelqu'un de son corps sans se laisser attraper par qui veut? Car c'est encore une enfant qui ne se laisse pas facilement approcher. Elle prie, la Pétima. Contre ce manque permanent, elle prie fort. Sujette à une grande anxiété, prie de nouveau et reprie. Trop pudique, cherche à conjurer l'ensorcellement qui l'a métamorphosée. Une simple rencontre suffit parfois à conduire à la rencontre de l'amour. Mais la saveur du sexe de cet inconnu lui laisse comme un résidu de frustration amère, une peine abstraite. L'abstention d'amour, dans l'acte de la part de cette partie retrouvée, lui brise le cœur. Mais elle ne peut rien réprimer, surtout venant de la Providence. Elle voudrait s'en remettre entre ses mains pour mieux lui appartenir en proposant tout ce qui sied à un proxénète, sans jamais rien lui demander en retour pour le rendre amoureux. Ce que l'absolu lui laisse, elle s'en nourrit comme elle l'a toujours fait. Petit courant d'air subtil qui s'immiscie, elle finit les restes de gros appétits. Seul, le proxénète en a gardé la mi-tendre et blanchie. La regarde avec un détachement si cruel, amant trop éloigné pour elle, suscite la méfiance, elle qui a encore le cœur dans celui de son père. Une impression de déjà-vu, de perception augmentée, qu'elle hérite peut-être d'autres naissances, jusque dans son éloquence, ses gestes et actes de la vie courante. Il est ce père ambigu ressuscité d'entre les morts, et c'est bien lui qui lui est venu rétablir quelque chose. Lui apprend à explorer son propre corps, être moins brutal et écouter aussi, plus délicate dans ses actes, la richesse d'une telle personnalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est devenu son secret, à lui il est tout entière. La lumière du couchant irradie sur une Babylone céleste au royaume de Saba, mutant homérique en pays de Couch. Du haut de la citadelle,
voit le rayonnement des êtres au travers des siècles. Cette rencontre n'a pas été due au hasard. Face au vitrail, tire sur son visage pour le changer. Les jambes séparées du buste entre Pittima et créature dans un étrange kaléidoscope. Le miroir du monde mutant déforme la réalité. Image détournée, contrefaçon unique. Son corps dans le vitrail se tord. S'en invente une autre qui la pousse à l'éloigner de la réalité. Mais peut-être est-elle en train de devenir adulte, avec l'âge de celle qui se perd de 1000 fois sans se retrouver. Enfant il y a si peu sur les remparts de la ville, se hisse au barreau et devine au large une lagune sans fin, une mer intérieure, un univers immuable. La liberté promise est la plus belle chose au monde, et les gens qui passaient devant elle lui parlaient. Elle vit dans un rêve. Déjà peut-elle pétrir dans la paume de ses mains 2 petits seins ronds, des hanches plus larges, des cuisses plus fermes. Mais son amour tumultueuse pour cet envoûteur qui l'a rendue plus que femme, l'a fait basculer dans une sorte de folie mentale. Quelque chose de discordant dans l'environnement, étouffant et malsain qui l'entoure. L'indéfinissable la trouble jusque dans son essence la plus secrète, la plongeant dans un océan de tourments. Il y a quelque chose de perfide chez cet inconnu qui l'a prise l'autre jour. De la dite Pittima a été rapporté aussi qu'elle croyait avoir été seule ce jour dans le jardin du cloître. La vérité est qu'il en existe bien d'autres. Et c'est parce qu'il l'a embrassée au pays de ses rêves. Mais tout proxénète qu'il soit peut l'en embrasser 10 le même jour. Garde-toi bien d'être dupe. La façon dont il se représente la réalité n'est pas la tienne. Ce dit est dur, peut-être mal tourné, mais elle ne doit pas se laisser prendre à ces turbulences.